Salut à tous. Bonjour à toi cher abonné, bonjour à toi qui n'est que de passage sur cette chaîne et oui bonjour à toi aussi oui. Bon ce matin, un lapin a tué... Non c'est pas ça. Ce matin, je me suis rendu sur la page Facebook de la chaîne et il y a quelque temps, je vous avais proposé un sondage pour savoir si vous préfériez une vidéo sur la mécanique de vol ou une vidéo sur l'histoire du paramoteur. Vous avez été nombreux à répondre, je vous en remercie et vous avez donc été 43 à voter pour la mécanique de vol, 33 à voter pour l'histoire du paramoteur et enfin 26 à voter pour plus de frites à la cantine, ce qui n'a aucun sens. Donc vous l'aurez compris, on va partir sur la mécanique de vol, mais j'en vois déjà derrière leur écran qui sont en train de dire « Ça c'est compliqué ». Alors que pas du tout, hein, j'ai pas du tout prévu de vous assommer avec des calculs chiants et des formules mathématiques. Après, ça va vous énerver, vous allez vouloir prendre l'air, vous allez sortir la bagnole sans remplir d'attestation. Là, vous allez pas voir la caravane du voisin, vous allez lui rentrer dedans, et en plus lui il est dedans parce qu'il s'est fait virer par sa femme. Bref, ça va être n'importe quoi. Alors que ce que je vous propose, c'est vraiment de rester sur les bases, quelque chose qui s'adresse aux plus débutants d'entre nous qui veulent gentiment découvrir la science du vol qui entoure notre loisir. Quelque chose de soft, de court, de pépère. Bref, générique. Ok, donc comme promis, on va commencer par la base de chez base et répondre à la question suivante. Pourquoi ça vole? En voilà une question qu'elle est bonne. Pourquoi un avion vole et plus précisément pourquoi une aile d'avion vole? Oui je sais, on est censé parler du paramoteur mais vous allez voir ça marche quasiment pareil. Vous êtes sort? Oui, je suis sort. Par définition, une aile c'est tout simplement une surface assurant la portance d'un aérodyne par déflexion d'une masse d'air due à son mouvement. Ouais d'accord, schéma. Ça c'est ce qu'on appelle un profil, c'est tout simplement l'aile que l'on voit de côté. Ici vous avez l'avant qu'on appelle le bord d'attaque puisque c'est lui qui va attaquer l'air. Ici le bord de fuite puisque c'est là que l'air va fuir, partir, s'échapper. Le dessus de l'aile qu'on appelle un extrado, le dessous un intrado et c'est tout. Enfin non c'est pas tout mais pour expliquer ce qui vient ça suffira. Lorsque l'aile avance, elle rencontre des molécules d'air. Les molécules d'air vous en avez là. Je vois rien. Oui, c'est normal. Et elles se déplacent toujours ensemble, hein. C'est un vrai groupe de touristes chinois, toujours les uns sur les autres, ça ne se sépare jamais, c'est un vrai gang. Sauf, lorsqu'elles rencontrent un bord d'attaque, eh bien là, elles se séparent et certaines passent par l'extrado et d'autres par l'intrado. Le problème, c'est que quand tu passes par l'extrado, tu as automatiquement plus de chemin à parcourir que par l'intrado parce que l'aile est bombée sur le dessus et que les molécules d'air tiennent absolument à se retrouver ensemble à la sortie. On pourrait voir ça comme quand tu sors en boîte, tu aimes bien retrouver tes potes à la sortie. Ben, les molécules d'air, c'est pareil. Ah, je vous l'ai dit, elles sont comme ça, hein. Du coup, pour être sûr de se retrouver ensemble à la sortie, les molécules d'air de l'extrado vont accélérer sous l'effet de ce qu'on appelle un effet Venturi, du nom de son inventeur, Giovanni Venturi, qui est aussi l'inventeur du swag en col relevé. Ah ben non, c'est pas Cantona. Cet effet de Venturi va alors créer une dépression qui à son tour va avoir pour effet d'aspirer l'aile vers le haut, tandis qu'en tapant sur l'intrado, les molécules du dessous vont créer une surpression qui va cette fois pousser l'aile. Et on est sur du 2 tiers, 1 tiers, hein. 2 tiers pour l'extrado, 1 tiers pour l'intrado. Si vous voulez placer ça sur un dîner un mercredi soir, vous pouvez, c'est cadeau. Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent. Si ça vous amuse, vous pouvez faire l'expérience chez vous. Lorsque vous êtes en voiture, tendez le bras à la fenêtre et mettez la paume de votre main perpendiculaire au sens du vent. Là, votre bras va logiquement partir vers l'arrière. Maintenant, ramenez légèrement la paume de votre main vers l'avant. Vous allez pouvoir constater que non seulement la main part encore vers l'arrière, mais que cette fois, elle part aussi légèrement vers le haut. Vous venez de créer deux forces, la portance qui soulève, la traînée qui freine, et ces deux forces regroupées ensemble vont former ce que l'on va appeler la résultante aérodynamique. Ce qui nous permet d'enchaîner par les 4 forces de vol. Pour obtenir un vol stable, permanent, bref un vol rectiligne, il faut absolument que 4 forces s'opposent et s'équilibrent parfaitement entre elles.
On a déjà vu que la résultante aérodynamique nous en fournit deux, la portance et la traînée, mais qu'est-ce qui s'oppose à elle? La traînée tout d'abord qui se situe à l'arrière et qui par frottement de l'air freine en quelque sorte l'aile. Pour contrer cette force, il faudra tout naturellement lui opposer une force de traction que l'on obtiendra par un groupe motopropulseur ou tout du moins un moteur quel qu'il soit. Et qui pousse ou qu'il tire, ça ne change strictement rien, tout ce qu'on lui demande c'est de fournir une force de traction. Vous le sentez venir le paramoteur là? Ça nous fait donc 3 forces, il nous en manque une. Et celle qui nous manque, eh bien, c'est notre jolie planète bleue qui va nous la fournir par le biais de la gravitation universelle que l'on va appeler tout simplement le poids. Et le poids, c'est le poids, il n'y a rien de plus à dire là-dessus en ce qui nous concerne. Une fois que ces 4 forces sont réunies, s'équilibrent et s'opposent parfaitement entre elles, eh bien, on obtient le vol rectiligne ou le vol en palier si vous préférez. Mais une question se pose, et si on déséquilibre l'une de ces forces? Eh bien, on fait tout naturellement varier l'attitude de l'appareil. Par exemple, si l'on réduit la force de traction avec le moteur, eh bien, la force de traînée prend le dessus et par l'effet combiné de la gravitation universelle, donc le poids, eh bien, l'avion commence à piquer du nez. Mais là, vous allez me dire, oui, mais tu nous as parlé d'une aile d'avion, c'est quoi le rapport avec le paramoteur? Alors déjà, vous allez vous calmer. Oh, hein? Bon. Et deuxièmement, c'est parfaitement en rapport avec le paramoteur parce que c'est pareil. Enfin, presque pareil. Il n'y a pas de différence, il n'y a que des nuances. Et oui, une voile de parapente paramoteur, une fois gonflée, adopte les mêmes caractéristiques techniques qu'une aile d'avion conventionnelle, puisqu'elle a un bord d'attaque, un bord de fuite, un intrado, un extrado. Il n'y a qu'au niveau des forces aérodynamiques que l'on peut constater une réelle nuance puisque les 4 forces en présence sur une aile d'avion conventionnelle partent toutes plus ou moins d'un même point central tandis que sur un paramoteur ou sur un parapente, eh bien, elles se répartissent sur la hauteur. Avec un poids situé au niveau du pilote, donc bien en dessous de la voile, et une traînée qui est non seulement générée par la voile, mais aussi par le pilote, son moteur, les suspentes, bref, une traînée qui s'étend sur toute la hauteur de l'ensemble du paramoteur, là où sur une aile d'avion, ce n'est qu'à l'arrière. Ah, et une dernière chose, ne confondez surtout pas une aile de parapente paramoteur avec un parachute, ça n'a rien à voir. Non, c'est... Oh! Alors c'est vrai qu'on peut y voir des similarités, ne serait-ce que par la ligne générale, la conception et aussi par le fait qu'on puisse le diriger, mais un parachute, comme son nom l'indique, c'est fait pour freiner la chute, tandis qu'un parapente, c'est fait pour voler. Vous n'aurez tout simplement pas les mêmes qualités de vol avec un parachute qu'avec un parapente, puisque le parachute est fait pour vous ramener en un seul morceau, vivant de préférence le morceau bien sûr, et l'autre est fait pour que vous restiez tout simplement en l'air le plus longtemps possible. Et c'est la fin de ce tout petit épisode concernant les bases de la mécanique de vol. Comme vous l'avez remarqué, c'est court mais c'est volontaire pour que ce soit plus digeste, surtout si vous débutez dans le domaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours super zizir. Si vous avez des questions sur ce dont on vient de parler ou sur autre chose, eh bien l'espace commentaire situé juste en dessous est à votre disposition. Et si le cœur vous en dit et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez non seulement vous abonner à la chaîne Run to the Sky, mais vous pouvez également me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram pour vous tenir au courant des actualités de la chaîne et de la sortie de mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, mais d'ici là, n'oubliez pas, volez et vous saurez pourquoi les oiseaux chantent. Salut! Zop.